L'obsolescence comme institution existe encore. C'est ironique que l'ampoule, qui a toujours symbolisé les idées et l'innovation, soit pourtant l'un des premiers et meilleurs exemples d'obsolescence programmée. Nichols Fox habite dans un village reculé en Virginie. Elle écrit sur l'impact social de la technologie et parfois elle se lance dans la poésie. When in the dark the bogles are about, behind the bushes hiding at the ready, before you faint with fright or give a shout, you want illumination ever steady. Pour moi, les lampes de poche sont indispensables, car à la campagne, il n'y a pas de réverbère. J'ai commencé à avoir de nombreux problèmes avec ces lampes. J'achetais de nouvelles ampoules et de nouvelles piles, mais elles ne marchaient toujours pas. Même éloignée de la vie urbaine moderne, Nichols Fox est victime de l'obsolescence programmée. Voici un mémo de General Electric des années 30. Il y a 2 ou 3 ans, une réduction de la durée de vie des lampes de poche a été proposée pour abandonner l'ancienne idée qu'une lampe devait durer au moins 3 piles. Il fallait privilégier des lampes dont les durées seraient équivalentes à celles des piles. Les lampes de poche ne sont pas des jouets, ce sont des appareils utilitaires. C'est exaspérant de penser qu'ils aient pu faire cela si tranquillement, et surtout qu'ils l'aient fait, tout simplement. Je pense que nous devons tous nous plaindre quand les appareils ne fonctionnent pas. J'ai donc décidé d'écrire des sonnets de complainte. Pour les sonnets de complainte, je préfère la forme italianisante que Shakespeare utilisait. Instead, this box is filled with a collection of flashlights dead and way beyond repair. Scarcely used and coddled to perfection, their quick demise I cannot think is fair. So can it really be too much to ask that Ever-Ready's lights be made to last? À Barcelone, Marcos n'a pas suivi les conseils des vendeurs. Il est déterminé à réparer son imprimante, même si le manuel d'utilisation ne mentionne pas du tout son problème. En allant sur des forums internet, il a découvert qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens sur ces forums ont les mêmes problèmes que moi. Des imprimantes qui n'impriment pas, qui se bloquent et pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est le cas avec plusieurs marques. Parmi les centaines de messages, il n'y a pas de solution en vue. On dirait que Marcos cherche une aiguille dans une botte de foin. L'obsolescence programmée a émergé en même temps que la production en série et la société de consommation. La question des produits fabriqués pour durer moins longtemps a commencé avec la révolution industrielle. Les nouvelles machines produisaient des marchandises beaucoup moins chères, ce qui était très bien pour les consommateurs. Mais ils ne pouvaient pas suivre le rythme des machines. Il y avait un excès de production. Avec la production en série, les prix ont baissé et de nombreux produits sont devenus plus abordables. Mais les fabricants s'inquiétaient de savoir si le filon allait durer encore longtemps. Que se passerait-il une fois que le consommateur aurait satisfait tous ses besoins? Déjà en 1928, un influent magazine de publicité déclarait « Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires ». Les effets de cette tragédie ont été fortement ressentis par Henry Ford, le père de la chaîne de montage. Ford voulait que son modèle T soit à la portée du consommateur moyen. Il l'a donc produite en série sur un modèle de base immuable, fiable et conçu pour durer.
C'était un modèle bruyant, puant et sale qui rendait les femmes malheureuses. Mais les hommes le traitaient comme s'il s'agissait d'un tracteur. C'était le cheval de trait de l'Amérique. La stratégie du modèle unique a si bien marché qu'au début des années 20, la moitié des automobiles dans le monde étaient des Ford T. Pour battre Ford, General Motors a choisi une stratégie complètement nouvelle, imaginée par son président, Alfred Sloan. Au lieu de concevoir la nouvelle Chevrolet comme le modèle T, aussi fiable et robuste, Sloan lui a fait subir une transformation radicale, essentiellement esthétique. Sloan l'a paré d'une nouvelle robe et d'un nouveau rouge à lèvres et il l'a mise sur le marché à un prix légèrement inférieur à la Ford T. Comme elle était plus jolie, la Chevrolet s'est vendue comme des petits pains. Sloan a compris qu'il ne battrait pas Ford sur le terrain de la mécanique, mais plutôt sur celui du design. Sloan a créé le concept du modèle annuel avec différentes gammes de couleurs, de formes et de tailles. Son but, encourager le consommateur à changer de voiture tous les 3 ans. La stratégie a fonctionné et Ford a connu une chute des ventes, les consommateurs trouvant le modèle T obsolète et démodé. En 1927, après avoir célébré la production des 15 millions de modèles T, il l'a retiré définitivement du marché. Ford a alors adopté la même stratégie que General Motors en proposant de nouveaux modèles chaque année. Le marché de l'automobile a alors explosé en entraînant avec lui l'économie du pays. En 1929, l'émergence de la société de consommation est frappée de plein fouet par le crash de Wall Street et l'Amérique plonge dans une profonde récession. Unemployment reached staggering proportions. In 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. On ne fait plus la queue pour acheter, mais pour trouver du travail et de la nourriture. En 1933, le président Roosevelt instaure le New Deal pour sortir le pays de la Grande Dépression et lance une politique d'investissement important dans les travaux publics. Good, sound men and women wanted to earn the help they got, to hold up their heads, to keep themselves from going rusty. Retail business needed their purchasing power to stimulate trade. Mais le New Deal ne fait pas l'unanimité. Une idée radicalement différente fait son apparition à New York. Bernard London, un éminent courtier en immobilier, propose d'en finir avec la dépression en déclarant l'obsolescence programmée obligatoire. C'était la première fois que ce concept était officialisé. Bernard London proposait d'assigner une limite de vie à tous les produits. Ils seraient ensuite considérés comme légalement morts. Les consommateurs pourraient les retourner à un organisme gouvernemental qui les détruirait. Si quelqu'un conservait un article au-delà de la date limite, il serait passible d'une amende. Grâce à cette date limite, la consommation et le besoin de produire des biens de consommation seraient relancés. J'ai trouvé que c'était une idée géniale. London pensait qu'en rendant l'obsolescence programmée obligatoire, l'industrie se remettrait en marche, les gens consommeraient à nouveau et le plein emploi serait de retour. Il cherchait à trouver un équilibre entre le capital et le travail, où il y aurait toujours un marché pour de nouveaux produits. Il y aurait toujours besoin de main-d'œuvre et le capital serait ainsi récompensé. Gilles Slade est venu à New York pour enquêter sur la personne qui est à l'origine de cette idée. London, un juif originaire d'Europe de l'Est, est arrivé aux États-Unis au début du XXe siècle. Il prospère dans l'immobilier, devient millionnaire et investit dans plusieurs projets à New York. L'homme aimait faire des affaires. C'était un capitaliste, mais il était aussi un philanthrope. Il s'intéressait au bien-être de ses semblables.
Il participe à de nombreux projets de bienfaisance, parmi lesquels une école pour enfants juifs et pauvres. On ignore si pour Bernard London, l'obsolescence programmée est seulement une question de profit ou bien une façon d'aider les chômeurs. Gilles Slade veut en savoir davantage sur ses motivations et a retrouvé quelqu'un qui l'a connu personnellement. J'ai une photo de Bernard London. Incroyable. Sauriez-vous le reconnaître? Ne me dites rien. Intéressant. Le voilà avec son allure d'intellectuel. Vous avez rencontré London en 1933, me semble-t-il. J'avais 16 ou 17 ans. Mes parents avaient une grosse Cadillac qui avait la taille d'un Zeppelin. Ma mère conduisait, mon père était devant et monsieur et madame London étaient à l'arrière de la limousine. Mon père a dit que monsieur London devait m'expliquer sa philosophie. C'était un homme très intéressant. En quelques mots, il m'a expliqué son idée pour enrayer la dépression. À l'époque, nous étions en plein chaos économique, pire qu'aujourd'hui. Il était obsédé par cette idée, comme un artiste l'est par ses tableaux. Il m'a chuchoté à l'oreille, tant il craignait que son idée ne soit trop radicale. Finalement, la proposition de Bernard London n'a pas été suivie et l'obsolescence par obligation légale ne fut jamais appliquée. Dans les années 50, l'idée ressurgit, mais avec une différence cruciale. Au lieu d'imposer l'obsolescence programmée aux consommateurs, elle les séduirait. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by now... C'est Brooks Stevens qui parle, l'apôtre de l'obsolescence programmée dans l'Amérique d'après-guerre. Ce brillant designer a créé des appareils ménagers, des voitures, des trains, en ayant toujours en tête l'obsolescence programmée. Dans l'esprit de l'époque, tout ce que Brooks Stevens crée induit l'idée de vitesse et de modernité. Même sa maison sort de l'ordinaire. J'ai grandi dans cette maison que mon père avait dessinée. Elle était en banlieue et pendant la construction, tout le monde pensait que c'était la nouvelle gare de bus car elle ne ressemblait pas à une maison traditionnelle. Voici une photo de famille avec mon père, moi-même, mes frères aînés, ma sœur et ma mère. La maison était toujours remplie d'objets dessinés pour ses clients, comme cette tondeuse. Tous les 2 ou 3 ans, il apportait le dernier modèle et ma mère se faisait une joie de tondre la pelouse elle-même. À sa façon, elle testait les produits. Si quelque chose ne lui plaisait pas, elle en faisait part à mon père. Pour mon père, n'importe quel objet qu'il dessinait devait toujours sortir de l'ordinaire. Il détestait la banalité et les produits qui ne suscitaient aucun désir d'achat chez le consommateur. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it, the approach in America is one of